Il existe une règle que peu de gens connaissent, mais que tous ceux qui ont touché une planchette de Ouija devraient garder en tête. On ne peut jamais dire au revoir à ceux qui ne veulent pas partir. C'est en tout cas ce que Darren Evans affirme avoir appris trop tard. Et l'homme qui lui a rappelé, la dernière fois qu'il l'a vu vivant, lui aurait simplement dit « Je te verrai en enfer ». Oklahoma City, années 80. Une ville de briques et de poussière rouge, de matchs de foot le samedi, et de petits boulots qui se transmettent de père en fils. Rien, dans ce décor, ne laisse présager quoi que ce soit d'anormal. Darren est un adolescent comme les autres. Il traîne avec ses copains. Il écoute AC/DC en boucle sur son baladeur. Et il sort avec une fille de son lycée, Brandy. Rien de spectaculaire, juste une vie ordinaire, dans une ville ordinaire. C'est sous la maison de Brandy, racontera-t-il des années plus tard, que tout commence. Des plombiers interviennent sous les fondations pour réparer une canalisation. Et au milieu de la terre humide, l'un d'eux tombe sur quelque chose qui n'a rien à faire là. Une planche de Ouija, à moitié ensevelie. Les lettres encore visibles sous la poussière. À côté, un vieux vêtement, presque en lambeaux. Et aux quatre coins du plateau, posés comme des offrandes, 4 bocaux en verre. Le plombier ne comprend pas tout de suite ce qu'il regarde. Puis il gratte la terre séchée sur le verre. Et ce qu'il découvre à l'intérieur lui coupe le souffle. Dans chaque bocal, un oiseau noir, un merle ou un corbeau, difficile à dire. Décomposé, le sang figé au fond du verre depuis des années. Il en parle aux jeunes gens le soir même, presque en plaisantant, pensant qu'il s'agit d'une bêtise d'adolescent oublié sous la maison. Mais Darren, lui, ne rit pas. Au moment où ses doigts touchent la planchette pour la première fois, quelque chose se passe. Une sensation qu'il ne saura jamais vraiment décrire. Comme un courant, comme une main qui se referme, doucement, sur la sienne. La mère de Brandy pratique la Wicca depuis des années. Elle regarde l'objet, perplexe. Elle jure ne jamais l'avoir vu, ne jamais l'avoir enterré là. Personne, dans cette maison, ne sait qui a mis ce plateau sous les fondations, ni pourquoi. Darren, lui, n'arrive pas à s'en détacher. Il demande à Brandy s'il peut l'emporter chez lui, le temps de l'examiner de plus près. Elle accepte sans y penser davantage. Un vieux morceau de bois trouvé sous une maison, rien de plus, se dit-elle. Elle ne pouvait pas se douter de ce qu'elle venait de déclencher. Les jours passent, et cette curiosité, chez Darren, ne s'éteint pas, elle grandit. Un soir, seul dans sa chambre, chez lui cette fois, il allume quelques bougies, il pose la planche, il a une idée précise en tête. Contacter Bon Scott, le chanteur d'AC/DC, mort quelques années plus tôt. Il pose ses doigts sur le plateau et attend. Rien, pendant de longues minutes. Le silence d'une chambre d'adolescent un soir de semaine, la lumière des bougies qui tremblent sur les murs. Et puis, sans prévenir, la planchette bouge. Doucement d'abord, puis de plus en plus vite, presque frénétique, glissant d'une lettre à l'autre. Z-O, Z-O. Encore et encore. Un mot, une seule fois, ce serait une coïncidence. Mais il revient, encore et encore, comme si quelque chose, de l'autre côté, insistait pour qu'il l'entende. Darren ne connaît pas ce nom. Il ne sait pas ce que c'est. Il décide de mettre fin à la séance, comme on lui a toujours conseillé. Il dit au revoir. La planchette, avant qu'il ne retire ses doigts, épelle une dernière phrase. On se voit en enfer. Puis, d'après ce que Darren jura avoir vu ce soir-là, elle se soulève et traverse la pièce, pour s'écraser contre le mur opposé. Darren reste figé un instant, dans le noir de sa chambre, le cœur battant. Puis il sort en courant. Il ne racontera jamais complètement, même des années plus tard,
ce qu'il a ressenti à cet instant précis, seulement que quelque chose, dans cette pièce, l'avait regardé. Ce n'était que le début. Les nuits suivantes, les cauchemars s'installent. Darren se réveille incapable de bouger, incapable de parler, comme si un poids invisible le clouait au matelas. Dans ce silence figé, il entend des chuchotements, trop bas pour comprendre les mots, juste assez forts pour savoir qu'ils sont bien réels. Le jour, les phénomènes continuent, des coups sourds dans les murs, sans origine. La sensation constante d'être observé, même seul dans une pièce vide. Le genre de sensation qui vous fait tourner la tête sans raison, encore et encore, pour vérifier qu'il n'y a rien derrière vous. N'importe qui de raisonnable aurait arrêté là, aurait rangé la planchette, l'aurait brûlée, oubliée. Darren, lui, a fait l'inverse. Il voulait des réponses. Il a continué les séances. C'était plus intense que tout ce que j'avais connu, dira-t-il plus tard. Un gémissement grave, presque animal, qui semblait sortir des murs eux-mêmes. Après chaque séance, les paralysies du sommeil revenaient, plus fortes. Il s'isolait de ses amis, de sa famille, sans vraiment comprendre pourquoi. Il se jurait, chaque fois, que c'était la dernière. Et chaque fois, il y retournait. La planche, elle, ne restait jamais tranquille bien longtemps. Enveloppée dans un tissu de soie violette, rangée au fond d'un placard, elle disparaissait parfois, des jours entiers, puis elle réapparaissait, comme si ce n'était pas Darren qui décidait quand elle serait utilisée, comme si c'était elle. Les années passent, et un jour, Darren commet une erreur qu'il regrettera pour le reste de sa vie. Il invite ses amis à se joindre à lui. Parmi eux, son meilleur ami, Randy. Les deux se sont connus au lycée, unis par la même passion pour AC/DC, la même admiration presque religieuse pour Bon Scott. Randy est de ceux qui remplissent une pièce rien qu'en y entrant. Le genre d'ami qui débarque sans prévenir avec un vinyle sous le bras, qui fait rire tout le monde même dans les pires moments, et sur qui on sait, sans avoir besoin de le dire, qu'on pourra toujours compter. Une amitié de celle qu'on croit indestructible. Ce que Darren ne sait pas encore, c'est que cette amitié va devenir le prix à payer. En 1985, un soir dans l'appartement de Darren, Randy est là, comme souvent, un t-shirt Highway to Hell sur le dos. Il veut, plus que tout, entrer en contact avec Bon Scott. Les lumières s'éteignent, quelques bougies, la planche posée entre eux sur la table basse. Le contact s'établit vite, cette fois. On veut parler à Bon Scott, dit Randy. La planchette tourne, hésite. Puis elle épelle une réponse familière, presque chaleureuse. Un mot d'argot australien. Les deux hommes se regardent, stupéfaits. Bon Scott était bel et bien australien. Ça, ils le savaient déjà. Mais ni l'un ni l'autre n'aurait su inventer, sur commande, une expression d'argot aussi précise, aussi authentique. Les questions s'enchaînent, les réponses tombent, une à une, avec une précision troublante. Puis vient une demande étrange. L'entité veut qu'ils allument une cigarette et la posent dans le trou de la planchette. Une pour chacun d'eux, une pour elle. Ils rient, nerveusement, mais ils obéissent. Ils posent la cigarette allumée, le côté incandescent vers le haut. La planchette épelle « Merci ». Et sous leurs yeux, racontera Darren, sans qu'aucun d'eux ne touche à rien, la braise s'intensifie doucement, comme une bouffée, tirée par quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir. Randy n'est plus là aujourd'hui pour confirmer ce détail. Il ne reste que la version de son ami. L'amusement ne dure pas. La planchette bouge à nouveau, plus violemment cette fois. Elle épelle une insulte, adressée directement à Randy. Une menace. J'aurai ton âme. On se verra en enfer. Puis, à nouveau, ce nom. Zozo. Les deux hommes terminent la séance en urgence. Randy, furieux et terrifié à la fois, jette la planche par-dessus le balcon, 2 étages plus bas. Il hurle des insultes dans le vide,
comme si l'entité pouvait encore l'entendre. Le lendemain, un voisin du dessous leur rapporte l'objet, intact, retrouvé dans son jardin. Ce qu'aucun des deux ne pouvait savoir, ce soir-là, c'est que cette séance allait marquer le début de la fin pour Randy. Dans les années qui suivent, sa vie se délite lentement. Comme s'il suivait, malgré lui, la trajectoire de l'idole qu'il vénérait tant. L'alcool prend une place grandissante, son mariage s'effondre, il perd la garde partagée de son fils. Des opportunités se présentent, régulièrement, pour tout reconstruire. Chaque fois, quelque chose l'empêche de les saisir. Darren le voit sombrer, un peu plus à chaque visite. Le rire qui remplissait autrefois n'importe quelle pièce se fait plus rare, plus court, presque forcé. Il essaie de l'aider, comme on essaie d'aider un ami qu'on refuse de voir couler. Ça ne suffit jamais tout à fait. J'ai l'impression d'être en prison et de ne pas pouvoir m'en échapper, confie Randy un jour à Darren. En 2005, les deux amis, pour le plaisir du souvenir, organisent une dernière séance ensemble. Randy pose une question simple. Comment allait-il mourir ? La planchette répond, sans hésitation. Dans une voiture, la nuit, seul. Une réponse dont le sens ne deviendra terriblement clair que 2 ans plus tard. C'est du moins ce que Darren affirmera. Ce soir-là, en 2007, Randy passe la soirée chez Darren. Rien d'inhabituel. Il parle, il rit, comme au bon vieux temps, avant que tout ne commence à se déliter. En partant, Randy se retourne une dernière fois vers son ami, sur le pas de la porte. « Darren, on se verra en enfer. » Le lendemain matin, le téléphone sonne. C'est Alicia, la petite amie de Randy. Il n'est jamais rentré chez lui la veille. Randy est mort dans un accident de voiture, seul, en pleine nuit. Darren ne se souvient pas de grand-chose de cette journée-là. Juste le silence, dans son salon, en repensant à ces mots. On se verra en enfer. La dernière chose que son meilleur ami lui aura jamais dite. Cette nouvelle brise quelque chose en Darren, un deuil, bien sûr, mais aussi une obsession qui ne le quittera plus jamais. Il veut comprendre. Il veut savoir ce qui a suivi son ami depuis cette planchette jusque dans cette voiture, cette nuit-là. C'est dans cette période, avant et après la mort de Randy, que Darren s'installe dans une nouvelle maison, toujours à Oklahoma City. Une maison qui deviendra, pour lui et sa famille, un enfer d'un genre différent. Il vit là avec sa femme, Kathleen, et leur fille, encore toute jeune. Et c'est là, un soir, alors que leur fille dort à l'étage, que Zozo va se rappeler à eux d'une manière que Kathleen n'oubliera jamais. Une séance, comme tant d'autres. La planchette bouge sous leurs doigts. Et à un moment, selon ce que Darren rapportera de cette soirée, Kathleen relève les yeux vers son mari. Ce qu'elle voit dans son regard n'est plus Darren. Quelque chose la fixe à travers ses yeux. Quelque chose qui n'a rien d'humain. Elle racontera, plus tard, avoir eu l'impression que le temps ralentissait. Le souffle coupé, elle parvient à dire au revoir, à peine, avant que la chose en face d'elle ne se lève brusquement, comme prête à se jeter sur elle. Elle a juste le temps de reculer, de s'échapper de la pièce. Quelques minutes plus tard, Darren revient à lui. Il ne se souvient de rien. À partir de cette nuit-là, la maison change. Des bruits partout, sans source identifiable. Des coups contre les murs, des sifflements dans les couloirs vides, des pas, feutrés, qui remontent parfois jusqu'à leur porte. La famille finit par condamner une chambre à l'étage, qu'ils surnomment leur pièce refuge, un endroit où se réfugier quand la maison devient trop lourde à supporter. Une nuit, pourtant, tout le monde n'est pas dans cette pièce. Kathleen s'y est déjà réfugiée, réveillée en sursaut par les bruits, pensant que sa fille dormait encore dans sa chambre, juste à côté. Darren, resté dans le couloir, sent une terreur monter en lui, sans raison apparente, une angoisse pure, animale. Il se précipite vers la pièce refuge, pensant s'y enfermer avec Kathleen. Mais au moment d'entrer,
Il réalise que ça finit pas. Il fait demi-tour. Il crie son nom dans le couloir. Et c'est en se dirigeant vers l'escalier qu'il l'entend. Sa fille, ses cris. Il la voit, au pied des marches. Et ce qu'il décrira ensuite, année après année, sans jamais en changer un mot, c'est ceci. Elle est soulevée dans les airs, par quelque chose qu'il ne peut pas distinguer. Emportée. Ses petits bras qui battent dans le vide, ses cris qui résonnent dans toute la maison, son visage tourné vers lui. Darren dévale les escaliers, le cœur explosant dans sa poitrine. Mais quand il arrive en bas, elle n'est plus là. Silence. Le couloir, vide. Puis, quelque part sous ses pieds, un bruit étouffé. Des pleurs, des cris, venant du sous-sol. Il se rue vers la porte. Elle est verrouillée. De l'intérieur. Alors qu'il n'y a jamais eu de verrou de ce côté. Il frappe, il tire, il pousse de toutes ses forces, jusqu'à ce que quelque chose cède enfin. La porte s'ouvre. Sa fille est là, tremblante, hystérique. Il la prend dans ses bras et remonte en courant vers la pièce refuge, où Kathleen attend, terrifiée, écoutant les bruits continus à travers les murs. Il quitte cette maison peu de temps après. Une fois sa famille en sécurité, Darren aurait pu tout arrêter là, fermer cette porte, comme tant d'autres l'auraient fait. Mais il ne l'a pas fait. Il repense alors à un souvenir plus ancien, qu'il n'avait jamais vraiment su où ranger, des années plus tôt, sur un chantier de construction. Sa pelle avait heurté quelque chose de dur, enfoui dans la terre. Un bocal, presque identique à ce trouvé sous la maison de Brendy. À l'intérieur, un oiseau noir, décomposé. Personne d'autre que lui n'était présent pour le confirmer, ce jour-là. Mais avec tout ce qui a suivi, ce souvenir prend enfin un sens différent. Comme si quelque chose, depuis le tout début, avait toujours su exactement où le trouver. Alors il continue. Il passe les décennies suivantes à chercher des réponses, à comparer ses expériences avec celles de milliers d'autres personnes, partout dans le monde, ayant croisé ce même nom sur une planchette. Il lit tout ce qu'il peut trouver, des ouvrages de démonologie oubliés dans des rayonnages poussiéreux, des dossiers de possession relégués au fond de bibliothèques universitaires, des récits bien plus anciens que le sien. Et plus il cherche, plus un même nom revient, sous des formes légèrement différentes, à des siècles et des continents d'écart les uns des autres. Mésopotamie. Des inscriptions vieilles de presque 3000 ans, décrivant une entité au corps humain, à la tête de lion, aux mains griffues, à la queue de scorpion. Une créature qui se présentait elle-même comme le fils d'un roi des démons. Darren, lui, ne prétend jamais avoir toutes les réponses. Il continue simplement à raconter, encore aujourd'hui, la même histoire, sans jamais en changer les détails. Personne, en dehors de lui et des siens, n'a jamais vu ce qu'il affirme avoir vu. Il n'existe aucune photo de la planchette qui traverse une pièce, aucun témoin extérieur à cette nuit dans l'escalier. Il n'y a que des mots, répétés, inlassablement depuis 15 ans, à qui veut bien les entendre. Peut-être que ce n'est rien de plus qu'une coïncidence extraordinaire, répétée sur plusieurs décennies. Peut-être que ce n'est qu'une histoire que des dizaines de milliers de personnes ont choisi, sans se concerter, de raconter de la même manière, après avoir lu la sienne. Ou peut-être pas. Ce que l'on sait, c'est ceci. Darren affirme que dire au revoir n'a jamais suffi à fermer la porte. Et Randy, lui, n'est plus là pour confirmer ou contredire quoi que ce soit. Il est mort cette nuit de 2007, seul, dans sa voiture, exactement comme la planchette l'avait, dit-on, annoncé des années plus tôt. La planche de Darren, elle, existe toujours. Selon lui, elle est encore rangée dans un placard, quelque part chez lui, enveloppée dans ce même tissu de soie violette. Et malgré tout ce qu'il affirme avoir vécu, malgré Randy, malgré sa fille dans cet escalier, il ne s'en est jamais séparé. Et si vous devez retenir une seule chose de cette histoire, que ce soit celle-ci. Certaines portes,
une fois ouverte, ne se referme jamais complètement derrière vous, pas même avec le plus sincère des au revoir. Si cette histoire t'a plu, pense à t'abonner, à liker ou à laisser un commentaire. De nouvelles histoires arrivent. Et surtout, ne ferme pas les yeux.